Nous allons commencer. Merci d'être là. Je sais qu'il y a des gens qui viennent de partout et c'est pour ça qu'on a fait, on a fait ce côté mixte. C'est toujours sympa de savoir d'où vous vous connectez pour ceux qui sont à distance. 164, bravo et merci. Vous savez, il y a quelques jours, nous avons fêté l'anniversaire de la loi 95, et donc la loi qui a instauré la médiation dans l'ordonnancement judiciaire et juridique en France. On a vécu sur ces dernières années un mouvement d'accélération sur, je ne sais pas si on peut dire accélération ou précipitation, vous allez nous le dire, textuel, mais aussi de changement des pratiques. Je vois quelques personnes qui sont même ici formées de la première promotion de l'IFOMEN, n'est-ce pas? Lève la main, Dominique. Et puis, au fur et à mesure, il y en a d'autres qui se forment actuellement. Et tout ce régime de la médiation, de l'amiable d'une manière générale, on va faire un café de l'amiable plutôt ce soir presque, parce qu'on va parler de tout ce qui se fait actuellement et comment ça a pu bouleverser sur nos pratiques. Et puis, un peu de prospective. Nous avons la chance ce soir d'avoir Nathalie Frissero qui va nous faire un point sur l'ordonnancement actuel et la complémentarité, puisqu'on n'arrête plus les acronymes, la césure, l'ARA, les MARD, les MEDARB, la médiation, la conciliation, la politique de l'amiable, génération amiable, je peux en dire, on peut encore, sur les dernières années, on peut prendre beaucoup de termes. Et on va faire un petit point. Comme d'habitude, vous savez, le café de la médiation commence à 18h précisément et termine à 19h30 pile. Ce soir, Nathalie Frissero va nous faire un point donc, et Karine Denormandteux, droit de la famille, médiation, cabinet d'avocats très spécialisé, qui ne fait que du droit de la famille, qui fait un pourcentage, je pourrais dire pour toi, quasiment 100% en amiable, dans une matière qui est quand même reconnue pour être assez contentieuse, et qui est la bâtonnière élue, la vice-bâtonnière élue du barreau de Paris, qui a beaucoup œuvré au niveau du Conseil national des barreaux pour créer des outils autour de la médiation, et on s'est succédé d'ailleurs, parce que et on a fait la continuité dans le temps. Nathalie, peut-être Karine, petite introduction. Allez, petite introduction d'ambiance, et puis on laisse Nathalie faire le cadre, et puis après on te laisse continuer sur ta pratique et comment tu imagines l'avenir de la médiation. Parce que c'est une actualité qui se. En gros, les ambassadeurs. Oui, vous avez ici 3 ambassadeurs de l'amiable, mais je veux bien présenter, mais elles ont des CV tellement longs, et puis surtout, ils sont tellement connus que j'ose même pas présenter. Donc, 3 ambassadeurs aussi de l'amiable, donc surtout les 2 qui vont parler en même temps. Donc, d'ailleurs, qu'est-ce que ça devient, les ambassadeurs de l'amiable? Alors, petite introduction d'abord. Bonjour à tous. Je suis très très heureuse d'être là. Alors, je vous avoue que j'ai un peu honte parce que ici, c'est ma maison. C'est là que j'ai été formée à la médiation, donc c'est vraiment ma maison. Et alors, c'est la première fois que je viens à un café de la médiation. Vraiment, j'ai honte. Et là, je crois que je vais revenir à chaque fois, du coup. Donc, c'est joyeux de se retrouver en famille. Euh, alors, c'est vrai que Nathalie Irabaud et moi, on a fait le Tour de France là l'année dernière dans le cadre de notre mission des ambassadeurs de l'amiable. Nathalie va vous brosser un peu voilà, le résultat et puis on va voir un peu peut-être comment on se projette davantage. Il y a eu, comme vous le savez tous finalement, depuis plusieurs années, une multitude de réformes, une énergie considérable développée en faveur de l'amiable. Donc, où on en est aujourd'hui et vers quoi on peut aller demain et peut-être même après-demain, on voit ça ensemble ce soir, si ça vous va. Tu démarres, Nathalie? Oui, très bien. Bonjour à tous. Je salue aussi, bien entendu, tous ceux qui me voient par écran interposé. Alors, on me demande déjà de vous dire ce qui se passe par rapport à ce qui s'est passé, aussi bien dans le cadre des ambassadeurs de l'amiable que je suis aussi membre du Conseil national de la médiation, donc je vais surtout insister là-dessus parce que malheureusement notre mission d'ambassadeur est terminée. Nous avons remis notre rapport. Oui, je sais bien, tu n'as pas voulu préciser tous mes titres. Ben, celui-là est important aujourd'hui. Nous avons remis notre rapport des ambassadeurs au ministre qui nous l'avait demandé et qui nous avait donc chapeauté. Vous pouvez toujours aller voir au terme, mais malheureusement, il n'est plus ministre. Donc, vous le savez, chaque ministre impulse sa propre politique. Alors, nous avons beaucoup de chance parce que le ministre actuel, donc M. Darmanin, et le précédent aussi d'ailleurs, le précédent, il a lancé 3 missions flash.
vous savez, enfin celui qui a à bref délai, c'est un ministre à bref délai. Il a lancé 3 missions flash, dont une qui concerne recentrer la justice sur son rôle, en traduisant déjudiciariser, voilà, ce qui implique évidemment de développer aussi des modes amiables, puisque les modes amiables sont l'un des outils de désengorgement des tribunaux. Je sais bien que personne n'aime dire ça, mais arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt. C'est aussi un enjeu de déjudiciarisation, mais ce n'est pas qu'un enjeu de déjudiciarisation, bien entendu. Et une autre mission qui s'intitule Délai raisonnable. Ces 3 missions, la dernière c'est justice pénale, on ne va pas en parler aujourd'hui. Ces 3 missions vont rendre leur rapport le 15 mars et nous aurons encore des réformes. Karine l'a évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup de réformes, il y en aura encore et elles concerneront bien sûr, pas en totalité, mais elles concerneront partiellement encore le développement des modes amiables. Donc il faudra s'attendre là encore à des modifications. Mais nous avons beaucoup de chance parce que le ministre actuel de la Justice, M. Darmanin, a décidé de lancer une politique nationale de la justice civile. La justice pénale, bien sûr, aussi, à titre principal, mais il n'oublie pas la politique nationale de la justice civile. Donc là encore, il faut s'attendre à des développements divers et notamment des développements des modes amiables. Notre deuxième chance, c'est que le conseiller civil actuel choisi par M. Darmanin, qui est l'ancien président du tribunal judiciaire de Sens, que vous connaissez au moins par sa réputation, parce qu'il a toujours été très actif, est un juge civil. Voilà. Donc, on peut être sûr que la politique nationale de la justice civile va être mise en œuvre. Et cet ex-président du TJ de Sens était très favorable au mode amiable. Et donc, on va penser qu'il va toujours inclure dans la réflexion de la politique nationale les modes amiables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et espérons qu'il ait une vision assez ambitieuse de cette politique nationale de la justice civile, ce qui va évidemment nous permettre d'être optimistes sur le développement des modes amiables. Cela dit, on a un problème dans le développement des modes amiables, quelle que soit la législation en place. Ce sont les freins énormes qui sont de la part des acteurs, de certains acteurs, mais également des personnes concernées, c'est-à-dire des justiciables. Alors, ceux qui ici essayent de voir un petit peu comment fonctionne la médiation dans les autres pays du Conseil de l'Europe, pour s'arrêter là, hein, n'allons pas jusqu'au Canada, restons en Europe. En Italie, par exemple, les lois récentes essayent d'inciter encore au mode amiable, font des tentatives obligatoires de médiation dans tous les procès civils, quels qu'ils soient, et c'est même pas conditionné par un problème de montant. Ben, le résultat, c'est que ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas, alors pour différentes raisons. La première, c'est que, je le dis parce que c'est officiel en Italie, hein, les avocats sont foncièrement contre. Pas tous, bien sûr, on en trouve toujours qui sont favorables. Mais en Italie, c'est avéré qu'ils essayent de s'opposer à ces réformes. Je rappelle qu'en Italie, il y a 242 000 avocats. Hein. Chez nous, il y en a 60 combien 70. Voilà, 70, 78 000. Enfin, les chiffres sont variables, mais on est loin des 242 000. Ben, bref, chez eux, ils sont 242 000 et on va dire que là-dedans, il doit y en avoir 200 000 qui sont contre le développement des modes amiables. Alors, on l'impose quand même, hein. C'est la loi qui dit tentative de médiation préalable. Et puis, il y a aussi les justiciables. Les justiciables, alors on évoque les difficultés de formation dans les universités, les écoles, etc. Alors, j'ai fait partie, moi, du groupe de travail qui avait été lancé toujours par Dupond-Moretti sur l'amiable à l'université. D'ailleurs, Irbonne, tu avais participé aussi, tu faisais partie du groupe d'experts dans le groupe de travail. Nous allons le rendre, mais on ne sait pas à qui. Voilà. Parce que M. Dupond-Moretti nous l'avait demandé, les ministres suivants ne se sont pas vraiment intéressés, mais notre rapport est prêt, donc on va quand même le diffuser. On l'a diffusé, on va le diffuser au sein des universités. Chez les personnes qui décident des programmes, qui décident des cours et des cursus, etc. Parce que c'est là, évidemment, que le bas blesse momentanément, même si vous pouvez être assuré que la médiation, les modes amiables sont enseignés nécessairement dans les cours de procédure civile. Ils sont obligatoires au programme de l'examen des avocats et des magistrats, donc, et des commissaires de justice. Donc forcément, tous les acteurs
en germe de ces concours, enfin tous ceux qui passent ces concours ont reçu des cours sur la médiation, et puis il y a des DU médiation un peu dans toutes les facs, donc il ne faut pas dire qu'à l'université on n'enseigne pas la médiation et les autres modes amiables, c'est faux bien sûr, il y a des enseignements partout, il n'y en a peut-être pas assez, ça devrait commencer en première année, peut-être, mais bon, on ne peut pas non plus, c'est difficile surcharger les programmes, puisque dans les universités, on est comme partout, on a des coupes budgétaires, voilà, on n'a plus d'électricité, on n'a plus de papier, on n'a plus d'imprimante, on n'a plus rien, logique, donc c'est difficile de rajouter des cours, on n'a pas de budget pour ça. Mais enfin, on peut quand même aménager les cours existants en introduisant évidemment les modes amiables. Alors, ces freins-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces freins-là? Ben, je ne sais pas. Voilà. Moi, je suis comme Karine, je m'intéresse aux modes amiables depuis la loi de 1995, quasiment, non, enfin, n'exagérons pas, mais depuis les années 2000, 2008. Et nous avons, on prend notre bâton de pèlerin, on essaye un peu partout de diffuser la médiation chez les acteurs, hein, bien sûr. Et voilà, ça a quand même progressé, donc il faut rester optimiste. Et si on met des politiques nationales contraignantes, ça finira par avancer quand même. Il ne faut pas désespérer, c'est un facteur important. On est en France, il faut le rendre obligatoire. Si ce n'est pas obligatoire, c'est inutile de faire une loi. Voilà. Et non seulement il faut le rendre obligatoire, mais il faut sanctionner le non-respect de la loi. Si on ne sanctionne pas, ça ne sert à rien. On a ce que Mazot appelait, président du Conseil constitutionnel, il fut un temps, les neutrons législatifs. Le neutron législatif, c'est une loi qui ne sert à rien parce qu'elle n'a aucune effectivité. Voilà. Mettez une sanction et on y arrivera. Alors, j'en reparlerai. Bien, alors, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de progrès. Et en janvier 2023, pardon, quand M. Dupond-Moretti a lancé une politique nationale de l'amiable, alors là, il y a eu un pas considérable qui a été franchi. Il a inventé encore d'autres instruments avec l'ARA et la césure. Alors, bien sûr, l'ARA ne concerne pas directement les médiateurs, mais ça marche. Les magistrats sont fans, les juges civils, ils ne pensent qu'à une chose, c'est se former aux outils de l'ARA, c'est-à-dire aux outils de la médiation. Dans les sessions, d'ailleurs, dont certaines sont animées par IRBOD à l'ENM, pour essayer de développer la médiation, mais les magistrats s'inscrivent, il y a des listes d'attente, voilà, parce que pour eux, c'est une autre façon de rendre la justice. L'ARA, c'est une audience de règlement amiable au cours de laquelle le juge fait de la conciliation avec les outils de la médiation. Voilà, ça reste une conciliation, hein, mais avec les outils de la médiation. Donc, il peut faire des caucus, des apartés, il n'est pas obligé de respecter le contradictoire, il peut téléphoner aux avocats, des parties, voilà, chose extraordinaire pour un juge. C'est confidentiel, bien sûr, comme une médiation. Donc, on a pris les meilleurs outils de la médiation et on a dit au juge, vous allez vous en servir dans le cadre de l'ARA. Et si vous arrivez à un accord avec les parties, vous signez un procès verbal d'accord qui est mis en forme par le greffier et qui est un titre exécutoire. Donc, ce n'est pas la même chose, évidemment, qu'une médiation, mais en tout cas, ça diffuse la politique de l'amiable et ça permet aux justiciables, finalement, de se dire, bah oui, il y a peut-être autre chose qu'un jugement avec un règlement imposé par un juge. Rassurez-vous, les médiateurs, au début, ont eu très peur en disant, ben, c'est fini, il n'y aura plus de médiation, puisqu'il n'y a que des ARA. Non, pas du tout. Parce qu'il n'y a pas assez de juges. Il faudrait des audiences d'ARA tous les jours. Vous savez bien que c'est impensable. Il n'y a pas assez de salles dans le palais de justice. Il faut au moins 2 salles. Une salle pour les plénières, une salle pour les caucus. Il n'y en a pas. En conséquence, les contraintes budgétaires font que même si les juges sont tous fans, eh bien malheureusement, il y a assez peu d'audiences d'ARA. Il y en a souvent une matinée tous les 15 jours, quand tout va bien, une par mois, une toutes les 3 semaines. Donc en aucun cas, ça ne fera échec à la médiation. Et la deuxième raison, c'est que quand un juge décide de renvoyer à l'amiable, dans le circuit amiable, si l'affaire est compliquée, s'il y a une pluralité de parties, s'il se dit, mais là, en 3-4 heures, je n'arriverai jamais à un accord, je n'aurai pas le temps, dans ces cas-là, il renverra en médiation, parce que le médiateur est plus disponible et le médiateur, évidemment, aura d'autres ressources que lui pour essayer de trouver un accord qui sera ensuite, évidemment, homologué par le juge. Donc, ça n'est certainement pas la fin de la médiation. Et pour essayer justement d'imposer ce circuit, vous savez qu'il y a un outil
extraordinaire, qui est l'injonction de rencontrer un médiateur. Ça, c'est un outil que Mme Belloubet a mis en place du temps où elle était ministre de la Justice, à la demande instante des juges qui ont dit il nous faut un instrument pour essayer de convertir les justiciables à l'amiable, que l'on puisse imposer. C'est l'injonction de rencontrer un médiateur. Le problème et les limites qu'on a rencontrées, c'est que cette injonction, elle n'est pas sanctionnée. C'est-à-dire que si les parties n'y vont pas, eh bien, le juge ne peut strictement rien faire. Alors, de ce côté-là, nous, les ambassadeurs, on avait réclamé au ministre dans notre rapport, on a dit, écoutez, il faudrait quand même qu'il y ait des sanctions. Le rapport des ambassadeurs a été communiqué, bien sûr, au Conseil national de la médiation. Et nous, Conseil national de la médiation, nous sommes là pour faire des recommandations. On a recommandé au ministre, à celui qui dictera le décret, de prévoir une amende civile. Et elle est prévue dans le projet. C'est-à-dire qu'il y aurait, mais je mets au conditionnel, hein, parce qu'attendez, le projet, il n'est pas encore publié. Donc, tant qu'il n'est pas publié, ça reste à l'état de projet. Et il y a quand même des réticences nombreuses, hein. Mais nous, on a proposé, et ça figurait en toutes lettres dans le projet, que si, sans motif légitime, on ne va pas à la réunion d'information, on risque une amende qui serait d'un montant maximum de 10 000 €. Alors, les médiateurs ne sont pas toujours très d'accord, ils disent oui, mais quand même, une amende, ça ne doit pas être coercitif. Si l'information doit être coercitive, comment voulez-vous que quelqu'un dise je ne veux pas de la médiation s'il ne sait pas ce que c'est? Enfin, c'est ridicule. Le consentement doit être éclairé. Je veux bien qu'on ne soit pas obligé de médier, mais quand même, au moins qu'on s'informe. Donc moi, je suis, mais alors, une fan de l'amende qui va jouer un rôle préventif et incitatif. Pour ne pas avoir l'amende, on va aller à la réunion d'information. Après, si on n'a pas envie de faire la médiation, eh ben, on ne poursuit pas. Mais au moins, on est éclairé, on sait ce que c'est, etc. Et ce sera toute la force de conviction des médiateurs qui font les réunions d'information d'essayer d'avoir suffisamment d'esprit de conviction pour essayer de faire en sorte que les personnes que vous avez en face de vous soient d'accord pour aller en médiation. Parce que maintenant, si la réforme passe, les médiateurs, vous les aurez tous les deux, le demandeur et le défendeur. Sachant que si la partie adverse ne vient pas, elle risque une amende si elle n'a pas de motif légitime. En conséquence, évidemment, ça c'est un atout important. Je sais bien, c'est peut-être pas le bon bout de la chandelle par lequel on prend pour inciter à la médiation. C'est celui qui est recommandé par l'Union européenne. La Commission de Bruxelles, elle a fait plusieurs travaux sur le développement de la médiation dans l'Union européenne, puisque c'est pour elle un des objectifs. Et elle a dit il faut que les États prévoient des sanctions financières. Tant qu'il n'y a pas de sanctions, on n'y va pas. Voilà. Ou alors, on n'exécute pas l'injonction du juge. Je rappelle quand même qu'en droit anglais, pour ceux ici qui connaissent un peu le droit anglo-saxon, quand on n'obéit pas à une injonction d'un juge, c'est contempt of court, hein. C'est un délit pénal, hein. On risque une peine de prison. Non, mais c'est un juge qui a donné une injonction. Depuis quand on ne défère pas aux injonctions du juge? Alors, si on a un motif légitime, tout va bien. Mais sinon, on risquera une amende. Bon, ça pourrait éventuellement passer. Donc, vous voyez qu'il y a encore des réflexions pour essayer d'inciter à la médiation. Je donnerai la dernière encore, puis après, j'arrêterai. La TMFPO, la tentative de médiation familiale préalable obligatoire, qui existe actuellement, qui existait devant 11 tribunaux judiciaires en France pour après condamnation, quand on veut, par exemple, par un JAF, quand on veut modifier la pension alimentaire, et que l'autre parent résiste, alors que visiblement, celui qui demande la modification, il vient d'être au chômage, comment voulez-vous qu'il continue à payer? Mais l'autre ne veut pas l'entendre. Et puis, il y a l'intérêt supérieur de l'enfant aussi également. Donc, la médiation, la TMFPO était obligatoire avant de saisir le juge à peine d'irrecevabilité. Elle est supprimée depuis le 31 décembre 2024 pour des raisons budgétaires. C'est l'État qui payait les médiateurs, qui sont des travailleurs sociaux. Et pour les parents, par exemple, un parent qui ne payait pas d'impôts, ça arrive souvent, hein, bien entendu, surtout dans ces cas-là, ne paye, sauf à l'aide juridictionnelle, mais celui qui n'avait pas l'aide juridictionnelle, il payait 1,25 € l'heure de réunion devant le médiateur en TMFPO. Bien sûr, alors c'est l'État qui finançait tout ça. Donc l'État a arrêté de financer la TMFPO, donc elle a été supprimée. Mais
Elle sera remplacée, bien sûr, par une injonction de rencontrer un médiateur que le juge aux affaires familiales, saisi par la partie ou un avocat qui demande la diminution de la pension alimentaire, le JAF dira, bon, bah, écoutez, moi, je veux bien, mais d'abord, allez voir un médiateur. Je vous enjoins d'aller rencontrer un médiateur. Donc, ce seront finalement maintenant les médiateurs libéraux, ce que j'appelle les libéraux, c'est-à-dire, ce n'est pas les travailleurs sociaux, puisque, voilà, qui vont prendre un peu le relais des médiateurs sociaux. Mais attention, hein, tous les médiateurs sociaux ne vont pas être licenciés. Parce qu'il n'y avait que 11 tribunaux judiciaires expérimentaux. Donc, devant les tribunaux, il y aura quand même encore des médiateurs sociaux et le juge pourra enjoindre d'aller rencontrer un médiateur social, évidemment, si les parties sont particulièrement démunies et que le médiateur libéral ne tiendra pas la réunion. Je sais bien que les réunions sont gratuites, hein, les réunions d'information. Alors, Nathalie vous a fait un peu le portrait de ce qu'on a. Et moi, ma mission, c'est de vous dire vers quoi je crois qu'on va. Alors, comme ma conclusion est un petit peu disruptive, je vais vous expliquer quand même quel est mon chemin un peu de militante pour que vous compreniez pourquoi c'est ma conclusion, qui est la même que Nathalie et qu'en réalité, quand on est dans l'optionnel, on va pas très loin. Cette année, j'ai 50 ans. J'ai 25 ans de pratique professionnelle et j'ai 25 ans de mandat de représentation de la profession d'avocat. J'ai l'impression d'avoir 2000 ans, hein. J'aime Et bien, encore, le plus dur reste à venir. j'aime bien ce qui change, j'aime bien tout ça. Donc, j'ai prêté serment en 2000 et en 2005, j'ai entendu parler du processus collaboratif. Yerbot vous l'a dit, moi je suis dans une matière qui est très contentieuse puisque j'exerce en droit de la famille. Et en droit de la famille, quand même, c'est un énorme volet du contentieux. On occupe beaucoup, beaucoup les magistrats et il y a assez peu d'amiables. Et puis, il y avait à l'époque l'Institut droit de la famille et du patrimoine, parce que l'AFPDC dépendait de l'Institut droit de la famille et du patrimoine. Et il y a eu les premières formations, donc en 2005, moi j'étais formée par les Canadiennes. Et donc, je suis rentrée à l'amiable par le processus collaboratif. Depuis 2005, je pense que j'ai eu 2 dossiers de droit collaboratif. Mais, cela dit, j'étais passionnée par cet instrument. Et puis, dans mon parcours professionnel, j'étais notamment élue au Conseil de l'Ordre à Paris et j'étais en charge de l'amiable, j'étais passionnée du processus collaboratif. Et là est arrivé le groupe de travail dirigé par Pierre Delmas-Gouillon. Et moi, j'y allais pour vendre le processus collaboratif. Et je me suis entendue dire, écoutez, déjà, on vous a donné la médiation, quand même, vous n'êtes pas vraiment mobilisé sur le sujet. Donc, avant de codifier un nouveau truc et de voir si on peut développer un nouveau truc, mettez-vous déjà à la médiation. Donc, c'est pour ça, en fait, que je me suis formée à la médiation. C'est pour ça que je me suis formée à l'IFOMED, à la médiation. Parce que je me suis dit, on parle bien de ce qu'on connaît bien. Et donc, je suis rentrée à la médiation comme ça. Et puis, j'ai continué mon parcours d'engagement. Et là, on est arrivé sur l'entrée de la procédure participative. Ça date pas d'hier non plus vraiment, qui est, vous vous souvenez, finalement, l'adaptation de cet instrument de processus collaboratif qui soit plus français compatible. Parce que nous, l'obligation de sortir, si on ne se met pas d'accord, notamment, ce n'était pas très, très français compatible. J'ai adoré cet instrument. Là, pour le coup, j'en ai fait un peu plus, mais je pense qu'il doit y avoir peut-être 3-4 fanatiques en France qui en font, moi, et puis voilà. Donc ça décolle pas non plus. Après, il y a eu l'évolution de ce texte. On s'est dit, tiens, génial, on va prendre ce texte-là et puis on va en sortir quelque chose qui peut être vraiment constructif pour les avocats. Et dans le groupe de travail de Pierre Delmas-Gouillon, il y avait Renaud Le Breton de Vanoise, qui est actuellement président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et qui était d'ailleurs ambassadeur de l'amiable, qui a eu cette idée géniale de l'acte de procédure d'avocat. Il s'est dit, les avocats peuvent contractuellement avancer sur l'instruction de leur dossier. Et puis finalement, on était un petit groupe à adorer cette idée. On s'est dit, mais c'est génial, c'est avocat roi du monde, quoi, l'acte de procédure d'avocat. Et donc, avec Renaud, on a travaillé pendant 1 an à la création d'un projet. Et puis finalement, la chancellerie a pris cette proposition et puis elle l'a
adossée à la procédure participative. Et donc, c'est devenu cette procédure participative de mise en état. Personne n'a jamais rien compris. Parce que ça n'a rien à voir. Dans un cas, on est dans un instrument qui est vraiment un instrument d'amiable, où on se met autour d'une table, où on se parle et où on construit un accord au fond. Et dans l'autre cas, pas du tout, du tout, du tout. Dans l'autre cas, on est sur vraiment la contractualisation de la mise en état. On est sur le protocole d'instance à la canadienne. Je vous en reparle tout à l'heure parce que c'est mon idéal. Mais effectivement, comme c'était finalement un seul texte avec deux branches et puis certains articles qui étaient bons, voilà, les avocats se sont jamais emparés de ce texte. Alors on s'est dit, peut-être qu'ils s'en emparent pas parce qu'en fait, alors c'est vrai qu'il y avait un stress procédural, il fallait renoncer à, voilà, il y avait les sujets d'exception de procédure et puis quand on saisit au contentieux, on est plus habitué finalement à saisir d'abord et ensuite à aller au fond du dossier. On n'a pas l'habitude de travailler en amont et saisir la juridiction une fois qu'on a une visibilité totale. Donc il y avait un stress pour les avocats là-dessus. Ça a été changé. Ensuite, il y a eu quand même pas mal d'évolutions. Il y a une nouvelle option procédurale. Moi, je faisais partie des gens, et je me suis trompée, qui pensaient que comme c'était quand même contractuel, il fallait rester hors le champ du juge. Et donc, au départ, dans le texte, on devait être simplement sur un retrait du rôle. Et puis finalement, la chancellerie a dit, écoutez, là, les avocats, ils ont l'air d'être contents d'être dans le champ judiciaire, donc il faut une nouvelle option. Et donc, il y a eu la fixation d'une date. Finalement, ils avaient raison parce que c'est ce qui se vend le mieux. On s'aperçoit quand on échange avec les confrères. Voilà, mais bon, ça n'a pas marché non plus. Et puis, après, il y a eu encore de nouvelles évolutions. Alors là, à l'époque, j'étais présidente de la commission texte au CNB. Donc, j'ai encore pas mal mis les mains dans le cambouis à essayer de voir comment ça pouvait évoluer et pourquoi on s'en emparait pas. Et voilà. Et puis, à la fin de mon mandat, est arrivé effectivement le début de la politique de l'amiable avec cette idée formidable et qu'on n'attendait pas d'Éric Dupond-Moretti, on n'imaginait pas le sauveur de l'amiable, Éric Dupond-Moretti. Et il a été, voilà, vraiment, on ne l'attendait pas sur ces sujets-là. Et puis, il a été vraiment extrêmement efficace, à porter vraiment une politique de l'amiable dès le début. Et vraiment, vraiment de manière militante, à créer effectivement euh, les ambassadeurs de l'amiable. On a fait le tour de France et euh, il y a encore vraiment beaucoup de réticences. Des réticences qui sont quand même un peu toujours liées à la même chose, une méconnaissance des textes, et puis l'appréhension du nouveau. Et très sincèrement, je comprends vraiment les confrères qui s'y mettent pas. Je les comprends parce que, là, vous voyez, à Noël, je suis retombée sur mon premier code de procédure civile de début de fac. Et ben, il ressemble pas du tout au code qu'on a aujourd'hui, hein. Tiens, moi, le mien était comme ça. Et alors là, il est. Et c'est vrai qu'il y a une succession de réformes. Et puis, en France, d'une manière générale, et même à Paris en particulier, il y a un tiers des avocats qui exercent à titre individuel et plutôt généraliste. On leur demande à 9 heures de faire du droit de la construction et puis à 10 heures de faire du divorce, avec des spécificités procédurales à chaque fois. C'est évidemment un exercice extrêmement difficile. Être à jour de toutes les réformes tout le temps, c'est extrêmement difficile. Et des réformes qui sont obligatoires parce que ce sont des réformes propres à une matière et que si on ne les maîtrise pas, ben, on ne peut pas les traiter. Évidemment, c'est la priorité. Donc les avocats digèrent d'abord les réformes qui sont nécessaires, imposées, juste parce qu'ils n'ont pas le choix. Ensuite, ce qui est de l'ordre de l'optionnel, en fait, c'est du luxe. Et en termes de rentabilité, il y a aussi beaucoup de sujets, évidemment, pour les cabines d'avocats. Et donc, le luxe, en général, ne vient jamais. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme Nathalie, je pense que ce sujet de l'optionnel est une difficulté. On s'aperçoit effectivement que l'injonction de rencontrer un médiateur marche très très bien parce qu'en réalité, on arrive dans une situation dans laquelle on est obligé de se faire expliquer le fonctionnement de la médiation. Évidemment, je parle d'une situation dans laquelle l'injonction est menée en présence des avocats. Et ça fait beaucoup évoluer les choses parce que
parce que ça permet aux avocats finalement de s'approprier l'instrument de la médiation de manière simple, en se le faisant expliquer avec un médiateur. Mais tout ça, c'est quand même une succession de réformes, de progrès extraordinaires. La médiation, ça a beaucoup progressé. La procédure participative, probablement que ça va évoluer à très très courte échéance. Nathalie vous en a dit 2 mots. Bon, voilà, c'est dans les tuyaux, on le sait, pour que ce soit un peu plus généralisé. Mais dès lors que tout ça n'est pas obligatoire, on est quand même sur des ajouts de bouts de réforme à chaque fois, en essayant de progresser, et c'est déjà très bien. Mais je crois qu'on est loin du compte. Et moi, j'ai eu un coup de foudre pour le process de nos confrères canadiens. Les Canadiens, quand ils veulent, quand ils ont un contentieux, qu'ils veulent saisir le tribunal, ils saisissent et ils sont obligés de joindre à leur saisine un protocole d'instance. Ils disent, voilà, mon contentieux, c'est ça. Et voilà ce qu'il me faut et comment je propose de le régler. Et puis le défendeur a un temps limité pour répondre, soit faire une contre-proposition de protocole d'instance, soit adhérer au protocole d'instance. Et à défaut d'accord, c'est le juge. À défaut d'accord, c'est le juge qui fixe le protocole d'instance. Donc il est par principe contractuel. On ne peut pas accéder au juge si on n'essaye pas. Et à défaut, il est judiciaire. Et statistiquement, il est contractuel. Les avocats se mettent d'accord sur le protocole d'instance parce qu'ils préfèrent avoir un protocole choisi plutôt qu'un protocole imposé. Et en réalité, si on était tous tenus de fonctionner comme ça, si on nous disait, bah, voilà, pour accéder au juge, il faut expliquer ce dont vous avez besoin, quel est votre calendrier, voilà, ce serait très simple. D'abord, on n'aurait pas le choix. Ce serait tout simplement une habitude à prendre, hein. C'est comme le sport. Au début, c'est pas super, et puis après, c'est mieux. Et, et on s'aperçoit, d'ailleurs, on essaye beaucoup d'inciter les avocats à... Je dis ça, j'en fais pas beaucoup de sport, hein. Euh, on essaye d'inciter les avocats à faire des actes de procédure d'avocat, notamment pour désigner des experts. Enfin, moi, je sais pas, dans ma matière, j'ai pas besoin de demander à un magistrat de me désigner un notaire quand il y a un contentieux patrimonial. Je les connais tous, les notaires, je sais quels sont les bons, je sais ceux qui travaillent vite. Et en général, tous les avocats qui sont spécialistes de la matière familiale, ils connaissent les mêmes experts et ils sont tous d'accord là-dessus. Donc, un protocole d'instance à la canadienne, ça pourrait nous changer la vie. Moi, je pense qu'on va là-dessus. Et en réalité, notre procédure participative de mise en état, qui va changer de nom, hein, attention. Donc finalement, cette mise en état conventionnelle, cette instruction conventionnelle, c'est ni plus ni moins que le protocole d'instance des Canadiens. C'est vraiment un process où on dit comment on va avancer pour donner au juge les éléments qui vont lui permettre de rendre une décision au fond. On n'est pas du tout sur un process amiable, hein, on est vraiment sur un process contractuel. C'est aussi ce qui fait qu'il y a eu je pense peut-être un trop plein de réformes et une incompréhension des avocats avec un amiable qui a quand même beaucoup évolué. Au début de mon addiction, moi, c'était vraiment exclusivement des instruments avec une dimension amiable parce qu'il s'agissait de construire des accords, de réfléchir aux intérêts, besoins, préoccupations, valeurs de nos clients. Et on construisait comme ça. Et c'est ce qu'on fait encore, évidemment, avec certaines techniques amiables. Mais il y a certains instruments qui sont étiquetés amiables, qui sont dans le livre 5 du Code de procédure civile et qui ne sont pas de l'amiable. Et typiquement, la mise en état conventionnel, ça n'est pas de l'amiable. Évidemment, ce qui est de l'amiable et ce qui ne l'est pas, c'est une nécessité, c'est en cours. Il y a une réécriture du livre 5, etc. Mais les nouveaux instruments là qui sont arrivés, notamment l'ARA dont vous a parlé Nathalie, le gros intérêt de cet instrument-là, c'est que ça fait rentrer dans le champ de l'amiable des confrères qui n'étaient pas du tout amiables compatibles et qui n'avaient pas du tout envie d'en faire. Et comme on est vraiment dans le champ du juge et que cette dimension amiable, elle est gérée par le juge, ça démarre avec beaucoup de succès, cet instrument. Et finalement, ça familiarise un nouveau profil de confrère. Mais moi, mon idéal, c'est, et je pense, enfin, je pense qu'il n'y a que comme ça que ça peut marcher, c'est comme les Canadiens, un protocole d'instance. Et puis après,
on est exclusivement sur des sujets au fond, avec une médiation qui ne doit pas être un sujet. Est-ce que vraiment, vraiment, on a besoin de faire de la médiation? Ben, en fait, non. C'est est-ce que on peut s'en passer plutôt? En fait, c'est quand la tendance va être réellement renversée qu'on va gagner en efficacité. Et on a le luxe quand même en France d'avoir une justice qui est accessible, parce que vous voyez, je vous ai parlé des Canadiens. Je vous dis et je discutais avec une consoeur qui est avocat au barreau de Paris, mais qui exerce à Londres. Et alors, eux, pour le coup, la médiation se développe sans problème, ça marche très très bien, mais c'est complètement hors le champ des avocats, parce que compte tenu du coût d'un avocat anglais, eh ben, en fait, les gens, évidemment, quand ils partent en médiation, ils viennent pas en plus avec leur avocat. C'est pas possible. Déjà, enfin, c'est complètement ahurissant ce qui fait que tu nos confrères à Londres. Finalement, c'est eux qui ont tout compris, sans doute. Mais enfin, en tout cas, c'est un petit peu compliqué pour le travail d'équipe. Mais eux, ils ont un système dans lequel, alors eux, ils ont un protocole d'instance qui est judiciaire, donc il est fixé tout de suite par le juge au début de la procédure. Après, ils ont un deuxième rendez-vous qui ressemble à notre ARA. Là, si j'ai bien compris, c'est jusqu'à ce que mort s'en suive, parce qu'en fait, ça peut être une journée entière. Le juge est partiellement présent, il n'est pas forcément présent sur toute la durée, et ils sortent 80% d'accord et 20% poursuit le parcours judiciaire. Et là, effectivement, le parcours judiciaire, il est avec un protocole d'instance judiciaire, donc fixé par le juge, mais au tout début. Déjà, à minima, nous, si notre calendrier il était fixé dès le début, et c'est le cas dans un certain nombre de juridictions qui fonctionnent comme ça, on gagnerait en efficacité. Mais tout ça ne peut marcher évidemment que si on est sur un travail d'équipe. Et c'est possible chez nous, compte tenu du coût quand même accessible comme je le disais, des avocats français, notamment par rapport aux avocats anglais. Moi, ce dont je m'aperçois quand même, ce qu'on a beaucoup vu dans nos déplacements d'ambassadeurs, c'est que plus les échanges sont fluides, hein, plus il y a un vrai travail d'équipe entre les magistrats, les médiateurs et les avocats, et plus ça marche. C'est-à-dire que les retours d'expérience qui étaient négatifs dans ce qu'on a entendu, c'était les médiateurs qui ferment la porte aux avocats parce qu'ils suis pas très habituée, c'est pas très confortable pour moi. Et évidemment, on le sait quand on est médiateur, quand on n'a pas les avocats à l'intérieur et qu'on les a à l'extérieur, on les a, voilà, ça peut être compliqué parce que les échanges qui sont pas à l'intérieur de l'espace de médiation peuvent compliquer l'avancée du processus. Voilà, donc ce travail d'équipe, il faut vraiment qu'on soit tous des ambassadeurs de ça. Et bon, donc le progrès est en marche. Merci beaucoup. Vous avez plein de questions. On a oublié de parler de tout un pan, parce que cette culture de l'amiable nous emmène à parler d'une manière générale de l'amiable, il y a la médiation. Et on se rend compte qu'en développant la culture de l'amiable, on développe aussi le volet conventionnel de la médiation. Et si on prend chaque cadre nouveau qui ont été créés, par exemple, l'ARA, c'est une entrée nouvelle pour le traitement amiable des litiges devant le juge d'une manière judiciaire, puisque le juge est déjà saisi. Et matériellement, comme ils n'ont pas le temps de faire jusqu'à mort sans suivre pour arriver au terme, maintenant les ARA renvoient des médiations. C'est-à-dire que les gens prennent langue et puis pour continuer, ils peuvent aller devant un médiateur. Vous voyez, donc les passerelles existent. Et le fait de travailler ensemble, c'est aussi d'avoir des passerelles. Petit message privé pendant que vous y êtes, il y a une formation de 5 jours comme directeur de session de l'ARA. Il y a une formation de 5 jours sur l'ARA. Il reste des places. Vous vous inscrivez à l'ENM, formation continue. Il reste encore quelques places pour les non-magistrats. Alors les magistrats, je suis désolé, il y avait un quota qui est plus que rempli. On a doublé la mise. Mais pour les non-magistrats, il reste encore quelques places et vous pouvez vous inscrire. C'est une formation commune. C'est tout ce que ça nous. Les ambassadeurs, c'était vraiment toutes les professions qui sont liées à l'amiable d'une manière générale. Et ce n'était pas que la médiation. C'était l'amiable d'une manière générale. C'est le ministère de la Justice, donc vous avez quand même un prisme très judiciaire. C'était toutes les professions. Donc, il y avait magistrat, avocat, professeur d'université, commissaire de justice, notaire, j'ai oublié personne. Et donc, on a travaillé. Et tribunal de commerce, oui, qui est arrivé. Et donc, on a travaillé ensemble et on a essayé de faire en sorte que, dans tous nos déplacements, d'essaimer
une idée de conventionnement et de collaboration entre médiateurs et tous ces professionnels, et les associations, les collectivités, les assureurs, etc. Donc, c'est un peu l'idée de ce qu'on essaie de faire. Le sujet, c'est ARA, césure, amiable, médiation, et maintenant la collaboration. C'est-à-dire, ça ne peut être qu'une activité collective. Il y a un peu deux réponses. Il y a la réponse officielle et ça fait partie d'ailleurs de de ce qu'on a produit dans les fiches, puisqu'il y avait un kit pour notre déplacement des ambassadeurs et donc évidemment il y avait les fiches à destination des avocats. L'intérêt de l'amiable, c'est que c'est quand même un business model qui a zéro perte de temps, donc zéro perte de temps facturé. Donc en termes de rentabilité du processus, évidemment, c'est beaucoup mieux de faire de l'amiable que du contentieux. Ça, on l'a beaucoup dit Ça, dans on notre... parle de l'avocat accompagnant aussi. Ah bah bien Ah sûr. oui, c'est ça, hein. Bien sûr, on parle de l'avocat. Dans une pratique d'avocat, évidemment que la pratique amiable en termes de rentabilité est beaucoup plus intéressante parce que, bah, comme tous les avocats l'ont vécu, hein, quand on passe 10 heures à rédiger des conclusions, on se dit, ouais, je vais pas facturer 10 heures à mon client pour la rédaction des conclusions ou je sais pas trop comment je vais lui expliquer. Donc on se dit, bon, allez, très bien, on met 5. Bon, bah de fait, c'est du temps où on n'était pas en train de boire un café avec une copine, hein. C'est du temps qu'on a passé à travailler. Et en amiable, comme vous le savez, l'intégralité du temps, enfin la quasi-totalité du temps, il est avec le client, il identifie parfaitement, il voit parfaitement à quoi correspond notre travail, et il y a beaucoup moins de contestation d'honoraires en amiable, déjà, ce qui est quand même plus confortable. Et puis oui, en termes de gestion du temps, c'est beaucoup mieux. Et puis, dans ma pratique enfin, ma réponse personnelle, c'est que moi, j'aime les gens et que j'aime quand je raccompagne les gens pour la dernière fois à la porte de mon cabinet me dire c'est bon, il est sur la route. Et c'est ce sentiment-là, en fait, qu'on a en amiable. Donc, moi, c'est ça que ça apporte dans ma vie. Merci beaucoup. Entre la médiation et l'ARA. Mais l'ARA, le juge va mettre 3 ou 4 heures pour Non, essayer les d'arriver. critères de Ben choix. oui, c'est ça. Donc le critère, c'est la complexité de l'affaire, c'est le nombre de parties, c'est l'idée que le juge a qu'il n'arrivera pas en 4 heures à résoudre le différend. Et donc, il va orienter vers le médiateur parce que le médiateur, il sait qu'il sera plus disponible et qu'il va peut-être utiliser des techniques un peu, je ne dis pas plus performante, parce que le juge, il est formé quand même à la rase, et on n'y va pas comme ça, les mains dans les poches, hein. Il est formé. Mais il va se dire que peut-être le médiateur, il va avoir d'autres techniques, il va pouvoir diversifier les méthodes de médiation. Vous le savez bien, il y a plusieurs méthodes de médiation, il n'y en a pas qu'une. Donc, il va peut-être pouvoir diversifier les méthodes de médiation, alors que lui, juge, il n'en a reçu qu'une de méthode, parce qu'il n'a pas eu le temps de se former autant que vous pendant des dizaines d'heures à utiliser plusieurs techniques. Donc, il va se dire, bah, le médiateur, il est plus disponible et il sera plus adapté pour résoudre le différend. Et dans ces cas-là, il ne renverra pas à l'ARA. Le juge, il a 4 heures, c'est tout. Après, s'il n'arrive pas à un accord, il va être obligé de dire aux avocats et aux parties, bah, écoutez, je renvoie la prochaine audience d'ARA dans un mois. Vous viendrez et on mettra en forme votre accord. Avec le risque énorme, et moi je connais des magistrats qui l'ont fait, parce qu'ils sont pas arrivés, les parties ne sont pas arrivées à un accord au bout de 3-4 heures. Mais l'audience était terminée, hein, l'après-midi, le juge il fait autre chose, il est en correctionnel, il siège comme JAF, comme GEX, etc. Vous savez bien qu'un juge, il a un service de 35 heures à faire et il n'est pas que JAF ou que juge de l'ARA, le cas échéant, hein. Et dans ces conditions, évidemment, bah, il se dit, je renvoie à une autre audience, et sauf qu'il s'est aperçu que dans la semaine qui a suivi, l'une des parties a dit, bah non, moi je suis plus d'accord. Et donc, c'est l'échec total. Ce qui veut dire lui, il a perdu 4 heures. Pour le fonctionnement de la justice, c'est énorme. Parce que pendant une vraie audience contentieuse de 4 heures, il aurait eu au moins 10 affaires et après, il aurait rédigé 10 jugements. Donc, il aurait sorti 2 affaires. Là, il n'en a même pas sorti une en 4 heures. Donc, ça, ce critère de la complexité, du nombre de parties, ça va pouvoir l'inciter à faire une injonction, rencontrer un médiateur et non pas une ARA. Voilà, ce sont les critères habituels. Alors, Justement, alors, je rajoute quelque chose parce que il y avait qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça a changé dans ma vie d'avocat, tout ça, et qu'est-ce que ça change aussi dans la vie des gens. On a eu ça beaucoup dans les questions, évidemment, quand on a échangé avec les avocats. Bah oui, mais moi, je suis formée à l'amiable, je ferais bien de l'amiable, mais mes clients veulent pas. Bah, en fait, à nous de leur montrer que c'est un peu sexy l'amiable quand même.
Moi, dans ma matière, en matière familiale, le champ des possibles, quand on est en amiable, c'est un boulevard. Alors que quand on est au contentieux, c'est très, très réduit. Si on a un dossier avec un volet un peu patrimonial, mais bien sûr que, enfin, moi, quand je reçois un client, donc là, je vous parle de ma vie d'avocat, hein, quand je reçois un client en matière familiale, premier rendez-vous, je récolte les informations. Ensuite, je sors un audit patrimonial et fiscal. Je lui explique au deuxième rendez-vous. Je lui explique quelles sont les options et tout ce qu'on peut faire si on arrive à une solution négociée. Bah, franchement, statistiquement, il n'y en a pas beaucoup qui me disent ah bah non, je préfère aller au contentieux pour avoir un champ réduit, hein. Certains. Merci beaucoup. D'application du décret 29 juillet 2023 dit une journée au maximum. Parce que, monsieur, le fonctionnement du service public de la justice, c'est tout, la bonne administration de la justice. On n'a pas assez de juges pour passer 3 jours, comme au Canada, sur une affaire. Ça n'est pas concevable. Nathalie, tu vas même un peu trop loin parce que Maximum, en général, il consacre une bonne demi-journée. ce que je vois, moi, en formant, en étant directeur de session, beaucoup prennent des créneaux d'1 heure. Ils n'ont pas beaucoup le temps parce qu'ils veulent en faire plusieurs et ils bloquent une demi-journée et prennent des créneaux d'1 heure pour traiter le dossier. Et s'il avance, s'il est assez fructueux et qu'il avance, il invite les gens, soit dans le cadre d'une procédure participative, soit dans le cadre d'une médiation ou d'une conciliation, à continuer le dialogue. Ou alors, si c'est vraiment nécessaire qu'il reste, il renvoie exceptionnellement à un deuxième rendez-vous, cette fois-ci de 3 ou 4 heures, qu'il organise. Mais ils font le premier tri, entre guillemets, de cette manière. Beaucoup de ce qu'on voit dans la pratique. Comme le décret n'a pas prévu de découpage horaire, chaque magistrat avise en fonction de son expérience, hein, puis après ça peut varier. Parce que celui qui fait 1 heure, il peut se dire non mais ça, ce système ne fonctionne pas, donc je vais faire 3 heures d'entrée. Voilà, c'est la circulaire recommande une journée au maximum. Voilà. Alors, juste pour la collaboration entre les juges et les avocats, c'est un peu compliqué pour un avocat d'aller dire à son juge que son client est psychopathe. C'est un peu difficile. Par contre, on voit que Clara, ça peut avoir un rôle. Je sais que des confrères, notamment en province, trouvent un intérêt parce que c'est vrai qu'on a des clients qui peuvent être psychopathes, qui ne comprennent pas le dossier, qui ne veulent pas comprendre. Et là, le fait d'être devant un juge renverse un peu les choses. Et là, Lara peut jouer un rôle important. À mon avis, la médiation reste quand même la bonne voie, mais c'était ça que je voulais dire. Ça, c'est très important et c'est quand on tient l'injonction, l'entretien d'information dans le cadre de l'injonction, c'est très important de rappeler aux gens que on a été choisi par le magistrat, mais que pour la suite, s'ils veulent effectivement partir en médiation, souvent médiation conventionnelle, ils sont libres de choisir leur médiateur. Et moi, ça m'est arrivé là récemment. J'ai été choisie pour une injonction. C'est un dossier qui est quasiment exclusivement anglophone et surtout les parties sont quasiment exclusivement à l'étranger. Et moi, ce que j'aime, c'est les médiations avec les gens dans mon bureau. C'est ça que j'aime, moi. Donc, j'ai le luxe de choisir un peu ce qui. Voilà, j'ai envie je fais ce que je sais faire et ce que je sais bien faire, c'est médiation en présentiel. Donc là, j'ai échangé avec les avocats, je les ai appelés, je leur ai dit, écoutez, moi, mon travail là, c'est vraiment d'échanger avec vos clients. Moi, les entretiens d'information, c'est très long chez moi. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 1 heure et demie. Je le fais gratuitement et je le fais gratuitement parce que c'est une responsabilité qu'on a de donner du temps parce qu'on a été choisi par un magistrat pour inciter les gens à partir en médiation. Donc moi, je considère que c'est ma responsabilité que ça marche. Mais de fait, les gens, donc je fais évidemment les informations et puis après, je commence à le tenir un peu comme un entretien de prémédiation. Donc les gens ne vont pas raconter leur vie 2 fois. Je suis capable de faire un entretien d'information en anglais, mais je ne suis pas capable de tenir la médiation en anglais. Donc j'ai dit aux avocats, écoutez, là, clairement, s'il n'y a que des anglophones et que c'est que en visio, c'est pas moi qui vais faire la médiation conventionnelle. Donc prenez quelqu'un d'autre tout de suite. Et de fait, si on écrit à un magistrat, bah, écoutez, voilà, vous avez nommé un tel pour l'injonction, mais nous, on pense que c'est mieux pour nos clients de travailler avec un tel. Du moment que ils ont satisfait à l'injonction, il n'y a aucune difficulté. C'est pour ça qu'il y a aussi une dimension de travail d'équipe, évidemment, dans le choix du médiateur. Merci.
Merci pour vos informations qui sont toujours très précieuses. Moi, je voudrais revenir sur l'injonction de participer à une réunion d'information sur ce qu'est la médiation. J'ai une petite expérience en la matière. Je dois dire que d'après ce que j'ai pu observer, les parties viennent à cette réunion d'information assez spontanément. Je n'ai pas vu qu'il soit nécessaire de sanctionner. En revanche, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un intérêt tout à fait clair et évident de la part des parties à prendre connaissance de ce qu'est une médiation. Alors, il y a un délai de réflexion. Je leur donne un délai de réflexion pour se prononcer, à savoir est-ce que la médiation va être engagée ou pas. Et c'est là qu'on se rend compte que ça ne marche pas complètement. Et alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense que le rôle des avocats est à cet égard important parce que je crois que les parties ont d'abord, avec la justice, un contact avec leur avocat et qu'elles se reposent pas mal sur l'avocat pour savoir si c'est intéressant ou pas. Alors moi, j'ai peut-être une bonne étoile ou en tout cas de la chance ou en tout cas quelque chose qui marche, c'est que moi, je fais toujours les entretiens d'information en présence des avocats. Toujours, toujours, toujours. Ce qui permet tout de suite de mettre un pied dans le travail d'équipe. C'est très important, ça, de valoriser la place des avocats dès qu'on le peut. Moi, je le fais pendant l'entretien d'info et je le fais au démarrage de la première plénière aussi. Je rappelle que les avocats peut-être vont être même taisants pendant toute la séance, mais qu'à n'importe quel moment, ils peuvent sortir et que donc leur présence est indispensable et que c'est eux qui sont rédacteurs de l'accord et que donc c'est pour ça que leur présence est importante parce que évidemment quand on rédige un accord c'est quand même plus simple d'avoir participé à sa construction. Donc valoriser la présence des avocats c'est essentiel et je le fais beaucoup dans le moment de l'entretien d'information. Et généralement quand on accroche l'avocat, on accroche aussi son client. Et s'il y a une réticence, enfin, je sais pas, en général, ils se disent oui tout de suite. C'est-à-dire que si on les a tous au début, l'avocat et son client, finalement, on donne à l'avocat accès à une information qu'il n'a pas forcément. On le rassure aussi dans notre manière de travailler, qui est, voilà, on va travailler en équipe. Je remercie beaucoup votre avocat de sa présence, parce que la médiation, c'est un travail d'équipe. Donc là, dans cet entretien d'information, c'est important pour moi de vous expliquer comment je travaille, parce que tous les médiateurs ne travaillent pas de la même manière. Donc, votre avocat sera là à chaque moment et vous pourrez sortir, faire un aparté à chaque. Donc, ça, cette place de l'avocat et la conviction que l'avocat a au sortir de l'entretien, c'est une clé de réussite pour la suite. Ça, c'est très compliqué parce qu'il y a des pratiques extrêmement variables, d'ailleurs différentes entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires. Pour les juridictions judiciaires, nous avons des listes de médiateurs établies auprès de chaque cour d'appel. Il n'y a pas de liste en matière administrative. Donc le choix et les critères sont un peu différents. Là, ils choisissent sur la liste. Alors, c'est vrai que les juges ne sont pas obligés de prendre sur la liste. C'est pour une information. Mais il faut bien voir que l'inscription sur les listes, quand même, ça donne un certain nombre de sécurités, puisqu'il y a des conditions d'inscription. Donc, on sait que le médiateur, la personne inscrite, elle a répondu à minima à des exigences de compétences, voilà, et de casier judiciaire vierge. Bon, c'est quand même un minimum. Mais enfin, au moins, le juge en est sûr. Voilà, le juge en est sûr. Donc ça les conforte. Après, il y a beaucoup de pratiques parce que le juge peut aussi désigner une association. Et c'est l'association qui va donner le nom de la personne physique qui va faire l'audience. Et là, dans ces cas-là, il n'a pas choisi le médiateur qui tiendra la réunion. C'est l'association qui tiendra la réunion. Laquelle association est inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel. Donc, il y a des systèmes. Et puis, on sait qu'à Bordeaux et à Aix-en-Provence, il y a encore un système informatique. C'est une plateforme. Ils ont utilisé un semblant d'intelligence artificielle. Hein. C'est une plateforme. Et quand le juge se connecte sur cette plateforme, c'est aléatoire.
Voilà, c'est la plateforme qui décide de manière aléatoire que c'est l'association du truc qui est Oui, qui est il y a une désignée. expérimentation à Voilà. Versailles et à Nanterre aussi. À Versailles et à Nanterre aussi. Une petite expérimentation, c'est Oui, pas une voilà. plateforme, Alors, mais il y a des avec IA, magistrats mais qui sans. détestent cette formule parce qu'ils veulent choisir le médiateur, surtout quand ils font des ordonnances de 2 en 1. L'ordonnance 2 en 1, c'est j'enjoins Madame Dupont-Jeanne de faire la réunion d'information et si les parties sont d'accord pour s'engager en médiation, tout de suite, elle peut recueillir l'accord des parties et s'engager dans une médiation qui peut être soit judiciaire parce que le juge va définir la mission, l'avance, la consignation sur les honoraires à remettre au médiateur, etc., soit conventionnel. Il y a des juges qui disent qu'ils délèguent un médiateur pour recueillir l'accord des parties et s'engager dans une médiation conventionnelle. Pour une raison simple, c'est qu'une médiation judiciaire, ça suppose un retour au greffe, il faut informer le greffe, le médiateur doit l'informer qu'il a recueilli l'accord, puis il doit informer le greffe qu'il a bien reçu la consignation et donc qu'il poursuit la médiation, etc., dans le cadre d'une médiation judiciaire. Mais l'ordonnance 2 en 1 fait que le juge, il a envie de choisir le médiateur, puisqu'il sait que ce médiateur qui tient la réunion pourra éventuellement aussi faire la médiation judiciaire. Et puis, il y a des juges qui ne désignent que des médiateurs qu'ils connaissent, dans lesquels ils ont confiance, avec des nouveaux à chaque fois pour essayer évidemment de piocher dans la liste. Mais ils font une expérimentation avec tel médiateur, Madame Jeanne, ça réussit, et ben, on peut éventuellement souhaiter le désigner une autre fois. Voilà. Merci Mais il y beaucoup. a des pratiques très diversifiées et le problème, c'est que le code ne permet pas de répondre à des critères voilà, autres. Est-ce que le juge fait ça? Ben oui, chacun monte en place sa pratique et devant les tribunaux administratifs, ils en ont encore une autre puisqu'il n'y a pas de liste. Et eux, ils exigent quand même, non, mais il n'y a pas de liste officielle. Voilà, Voilà. pas de liste officielle. Mais parce que les tribunaux administratifs n'engagent pas en médiation. Là, on est en train de faire une médiation avec une administration, une collectivité territoriale, un institutionnel. C'est un peu une autre médiation. Vous voyez, c'est une médiation. Quand les juristes s'emparent de la médiation pour en faire un mode de règlement des différends, certains considèrent qu'ils la pervertissent. Moi, je dis, ils adaptent le processus à la finalité. Et donc, les juges administratifs, c'est ce qu'ils ont fait. C'est évident qu'avec un directeur juridique d'une administration, on n'est pas là en train de parler de son histoire, de sa grand-mère et de ses problèmes. En tout cas, lui, il en a, mais il va certainement pas les dévoiler. Donc là, on essaye de faire en sorte que l'administré comprenne les enjeux du problème, comprenne pourquoi on lui a refusé tel droit social, etc. Donc, c'est notre médiation. Et là, il faut avoir affaire à un spécialiste. Hein. Les marchés publics, ça ne s'invente pas. Je termine. Encore un petit, sur la question précédente, encore un petit complément d'un petit tuyau. Moi, mes conventions de médiation, je les fais signer par les avocats. Je fais signer les parties et les avocats. Ça acte aussi le travail d'équipe. Et j'ai pas eu l'idée toute seule. Il y a quelques années, à l'Institut droit de la famille et du patrimoine, on avait essayé de fluidifier les liens médiateurs familiaux et avocats praticiens de la famille. On avait mis en place un groupe de travail et on avait rédigé ensemble une trame de convention de médiation conventionnelle avec quelque chose qui acte bien la place de chacun, etc. Et depuis, moi, je fais signer mes conventions de médiation par les avocats. Merci beaucoup. Sébastien Goater, je suis chef d'entreprise et médiateur. Je ne suis donc pas juriste. Dans ma pratique, je ne fais que de la médiation conventionnelle. Non pas que je ne crois pas à la médiation judiciaire, mais en tout cas, les probabilités de succès quand on commence direct en conventionnel sont extrêmement élevées. Et ma question est la suivante. Oubliez que vous êtes magistrate, avocate. Comment La question est intéressante, mais vous savez, on a déjà fait des webinaires ici de médiateurs non juristes qui interviennent et dans la salle, il y a beaucoup de monde qui sont juristes ou pas juristes. Donc, que ce soit en conventionnel ou en judiciaire. De fait, en réalité, là, ce soir, on parle beaucoup parce qu'on est sur la politique de l'amiable insufflée par un garde des Sceaux avec un prisme judiciaire. Mais on a dans nos pratiques, par exemple, la majorité de mes médiations sont plutôt conventionnelles.
Et clairement, je pense qu'il n'y a pas à opposer conventionnel judiciaire. Il n'y a pas à opposer non plus médiateur par ailleurs juriste ou par ailleurs non juriste. C'est évidemment, c'est toute la richesse de la médiation et le choix et le travail d'ailleurs des avocats d'aller choisir le médiateur avec un profil qui va faire que les parties adhèrent. C'est ça qui est important. Donc, que vous soyez par ailleurs chef d'entreprise, bah, c'est une richesse. Donc, c'est une richesse parmi d'autres. Et donc, il y a des dossiers dans lesquels c'est votre profil qu'il faut et c'est pas un autre. Voilà. Il y a aussi des médiateurs non juristes qui sont inscrits sur les listes auprès des cours d'appel, donc c'est pas un problème. Mais bien sûr, Oui, mais je l'ai toujours si je l'adhère pas. Dans le cadre de la définition de la médiation au Conseil national de la médiation, il a été suggéré, alors je ne sais pas ce que ça va donner, hein, il a été suggéré que la médiation est un processus permettant de prévenir ou de régler un conflit. Si ça rentre dans la définition de la médiation juridique, ça voudrait dire que, par exemple, les médiations de projet en entreprise, ben, ça fait partie de la médiation. Elle n'est pas consacrée, là, pour l'instant, par le droit, parce que vous savez, les juristes, avant qu'ils évoluent, il faut quand même vraiment un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. Mais si ça devait évoluer, et nous, c'est ce que nous avons suggéré au Conseil national de la médiation, ça permettrait d'intégrer justement tout un pan de médiation préventive, c'est-à-dire pour prévenir les conflits, dont les médiations de projet et autres, qu'on voit aussi beaucoup dans les problèmes, les contentieux environnementaux. Vous savez, quand on veut installer quelque chose voilà, dans un village, on nous dit mais non, tout le monde va mourir, etc. Ben, on peut faire de la médiation de projet pour essayer d'expliquer les tenants et les aboutissants du projet. Vous voyez, c'est encore autre chose, c'est une autre médiation. Et là, évidemment, les non-juristes, bah, ils trouveront tout leur peut-être plus de place que les juristes parce qu'il ne s'agit pas de régler un différend, il s'agit de le prévenir. Alors, non, c'est un peu Merci. ce que je disais au début de mes propos. Ils veulent pas de médiation parce qu'ils ne connaissent pas forcément bien le processus et que c'est pas une urgence pour eux que d'être familier de ce processus parce qu'il y a d'autres réformes à digérer et que voilà. Donc, bah, c'est pour ça que le processus enfin, que le fonctionnement de l'injonction de rencontrer un médiateur marche très bien. Parce que quand on est médiateur et qu'on a accès à l'avocat des parties grâce à cet entretien d'information, mais finalement, on lui fait un petit brief express. Et là, et à partir du moment où il a compris que bah, comment ça marche, comment on fonctionne, qu'il est sécurisé en fait sur le process et qu'il voit qu'il a sa place, bah, c'est extrêmement fluide. On a trouvé un système devant les tribunaux des activités économiques, n'est-ce pas? Il y en a 11 en France. On a créé une taxe. Une taxe. C'est-à-dire que si vous réclamez plus de 50 000 euros, que vous occupez plus de 250 salariés, que vous avez un chiffre d'affaires de millions d'euros par an, hein, le petit commerçant n'est pas concerné. Mais la grosse société qui réclame une créance de 500 000 euros, par exemple, elle va payer un pourcentage de taxe qui est la contribution pour la justice économique. Eh bien, le texte prévoit que cette taxe, elle est remboursée si on a recours à un mode amiable et qu'on a réussi soit par une médiation, soit par une conciliation, à signer une transaction, on vous rembourse la taxe. Alors, donc ça va inciter quand même les demandeurs à dire à leur avocat, non mais attendez, moi je dois payer, elle est d'un montant maximum de 100 000 euros, ce qui est quand même pas mal. Donc je dois payer 100 000 euros là, ben, on va peut-être essayer de trouver un autre mode amiable pour qu'on me rembourse ma taxe. quelques décennies, les principes de médiation, pendant très longtemps, on disait que les avocats n'en voulaient pas. Après, c'est les magistrats qui n'en voulaient pas. Après, c'est les clients qui n'en voulaient pas. Après, c'est les assureurs qui n'en voulaient pas. Et puis maintenant, il existe encore quelques freins pour y aller. Donc, de fait, tout ça, on l'a pris en considération. Et aujourd'hui, par exemple, pour l'AJ, même si ce n'est pas grand-chose, pour l'aide juridictionnelle, par exemple, la participation a été majorée au MARD. Les compagnies d'assurance ont intégré dans leur grille la participation. Les gens, je pense vraiment qu'on a beaucoup travaillé sur la formation et beaucoup de gens qui ne connaissent pas n'adhèrent pas parce que c'est changer les pratiques. Et je pense que plus on est en confrontation en disant ils ne veulent pas, je juge que c'est pas bien parce que, et le travail qu'on demande de faire, que tout le monde fait gratuitement pour former, y compris les gens, c'est un travail qui permet d'instaurer cette culture de l'amiable. Alors, tout à l'heure, on a eu une discussion sur le groupe universitaire et j'ai vu le petit tacle sur mes frustrations par rapport à l'université de première année. Je pense que la vraie difficulté, ce n'est pas la formation à l'amiable,
c'est qu'on n'est pas formé aux outils de la négociation et du dialogue et de la communication. Alors que, par exemple, quand on est avocat, on peut avoir fait X années d'études sans jamais avoir... Alors, notre métier, c'est de porter des mandats et sans avoir été formé à ça. Donc, si vous mettez toujours en confrontation en partant du postulat de base qu'ils ne veulent pas, et pas que ce que vous faites en faisant cette réunion d'information, c'est les informer, et que cette information va faire en sorte qu'il y aura un changement de culture, ça peut être décourageant. Et vraiment, je vous le dis, on le fait tous, on donne du temps bénévolement pour se faire, mais ce que vous faites est important parce qu'il suffit qu'à chaque fois, quelqu'un se dise « Ah bah ce dossier-là, j'en veux pas, mais par contre, celui-ci, ça m'intéresserait ». Et une fois qu'il a vécu une médiation de A à Z, bah, il peut changer. Et souvent, l'avocat, quand il ne veut pas, c'est que son client ne veut pas non plus. C'est que nous, on porte des mandats. Et donc, celui qui ne s'est pas présenté à la médiation à son client, il ne saura pas le présenter. Et comme le client a l'impression qu'il va voir son pitbull et qu'il en a abus de faiblesse quand il parle de médiation, bah, c'est un cercle qui tourne un tout petit peu. Alors, l'acte de procédure d'avocat, en gros, c'est un contrat avec un formalisme un peu particulier, mais c'est un contrat dans lequel les parties et les avocats sont signataires. Et en l'occurrence, il est conçu essentiellement pour donner des missions à quelqu'un. Alors, il est beaucoup utilisé, par exemple, on veut désigner un expert. On n'a pas besoin d'aller voir le juge pour dire désignez-moi, comme je le disais tout à l'heure, un notaire. Ou désignez-moi, je ne sais pas, tel expert pour faire une évaluation de tel truc. On peut le faire par acte de procédure d'avocat et on peut aussi, par acte de procédure d'avocat, désigner un médiateur. Alors, il y a pas besoin de ça pour partir en médiation parce qu'en général, c'est une médiation conventionnelle, une convention de médiation conventionnelle et ça suffit bien comme ça. Mais en tout cas, il y a une procédure judiciaire en cours. Les avocats peuvent décider qu'ils ont besoin de recourir à un médiateur. Ils peuvent faire un acte de procédure d'avocat dans lequel ils vont désigner un médiateur. Voilà, c'est ça un acte de procédure d'avocat. Et ça marche très bien. Et alors là, c'est un peu plus peut-être technique encore, mais le gros avantage de ça, et il y a une réforme sur le sujet, c'est que l'expert qui va rendre un rapport, alors qu'il est désigné par acte de procédure d'avocat, le rapport de l'expert, il a valeur d'expertise judiciaire. Donc que ce soit le juge qui désigne ou que ce soit les avocats qui désignent par leur acte, le résultat est le même. Par exemple, quand il y a une demande d'expertise, souvent, c'est que quand il y a un assureur et qu'il y a une demande d'expertise, il n'y a que l'assignation qui arrête les délais. Et donc, il en va de la responsabilité civile de l'avocat, de sa responsabilité, s'il ne va pas devant le juge pour arrêter la forclusion vis-à-vis des assureurs. Et donc, ça, c'est quelque chose où, si on ne pose pas la question, il ne vous le dit pas obligatoirement, parce que ça lui paraît évident. Mais la conséquence, c'est qu'une fois que vous avez été devant le juge, parce qu'il faut arrêter la forclusion, bah, vous demandez l'expertise judiciaire. Et vous avez perdu le bénéfice de cet acte et de tout ce qu'on a créé qui pourtant nous permettrait d'aller très vite et beaucoup plus vite. Mais c'est aussi un effet pervers et ça fait partie des demandes que nous avons fait dans le cadre des ambassadeurs. Mais ça fait, et on a encore dans nos textes des effets pervers comme ça qui nous obligent à y aller, qu'on n'a pas le choix. C'est de la responsabilité civile professionnelle. Pour revenir à la médiation, le même problème se pose en matière de médiation. Vous savez que bon, vous n'êtes peut-être pas tous des fins processualistes, mais ce n'est pas grave. Pour agir en justice, pour demander réparation, on a des délais pour agir. Voilà. Et le problème est de savoir, quand on est dans le délai, on a 2 ans pour agir. On a 2 ans pour agir en garantie des vices cachés. On achète une cafetière chez Darty et puis elle tombe en panne, elle explose, etc. On a 2 ans pour agir, d'accord? Et le problème, c'est que pour interrompre ce délai et pouvoir considérer, il faut saisir le juge. Et nous, la question qu'on pose, c'est pourquoi est-ce qu'en saisissant un médiateur, on ne pourrait pas arrêter le délai? Ça aurait les mêmes effets que… Alors là, actuellement, on peut suspendre la prescription, et ça, les médiateurs devraient le savoir, à la première réunion de médiation. Mais il faut que toutes les parties soient d'accord, qu'elles viennent toutes, et que ce soit une vraie réunion de médiation, pas une réunion d'information, hein, mais une réunion de médiation. Donc, ça n'arrive quasiment jamais, et donc, il n'y a pas d'interruption. Ce qui veut dire qu'un justiciable, en l'état actuel, il a du mal à se lancer dans une médiation conventionnelle parce qu'il se dit, si jamais ça échoue et que le délai passe, eh ben, je ne pourrai plus agir en justice. Donc là, il faudrait que les choses changent, comme c'est le cas en matière administrative. Mais ça pourrait changer. Alors, pareil, en matière administrative, il y a certaines matières où les délais, on doit s'y aller, par exemple en matière Bah oui. d'urbanisme ou de contestation d'un acte. Donc, ça veut dire que ce problème existe,
et il est réel. En fait, ça dépend de ce que veulent les parties. Alors, soit il y a effectivement il y a des ordonnances. Voilà. Il y a du 2 en 1, il y a beaucoup de juridictions qui font ça, quand même, le 2 en 1. Et puis sinon, bah, les parties ont envie de poursuivre. On leur explique l'intérêt de partir en médiation judiciaire. On leur explique la différence avec la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle. Et puis statistiquement, enfin, moi, ils partent toujours en médiation conventionnelle. La différence, c'est que la judiciaire, elle est limitée dans le temps à 3 mois plus 3 mois. Alors que la conventionnelle, elle n'est pas limitée dans le temps. C'est les parties qui décident. Et puis, il y a l'aide juridictionnelle, oui, qui n'est applicable qu'en médiation judiciaire. Je suis conseillère au prud'homme à Paris et je viens de me former à la médiation. Donc, et dans le collège employeur, le moins que l'on puisse dire est qu'il y a peu d'appétence pour la médiation au prétexte qu'il y a la conciliation. Alors, dans ma pratique, moi, je constate que la conciliation, enfin, j'ai l'impression qu'elle atteint ses limites, hein. Je ne sais pas que vous répondre, si ce n'est que globalement, les conseils de prud'homme sont assez défavorables à la médiation, hein. Les représentants, pour une raison simple, c'est qu'ils considèrent qu'il y a une tentative de conciliation obligatoire devant un bureau de conciliation et d'orientation avec des juges spécialisés dans la conciliation, hein. Je ne porte pas de jugement, évidemment, avec des juges spécialisés. En conséquence, pour eux, c'est invraisemblable de renvoyer les plaideurs à une justice payante, parce que le médiateur, il est rémunéré. Et il y a la réunion d'information qui ne l'est pas parce qu'ils veulent bien contribuer au fonctionnement du service public de la justice, hein, parce que normalement, ce sont des prestataires de services privés, ils devraient être rémunérés. Donc là, pour les conseillers prud'hommes, renvoyer à une justice payante, c'est juste un scandale parce que c'est vrai qu'il y a des employeurs, mais il y a aussi des salariés. Donc ils estiment que, voilà, traditionnellement. Alors, moi, j'ai déjà assisté à des colloques dans lesquels les présidents de conseil de prud'homme sont toujours invités. On leur dit, voilà, la médiation, ça peut utiliser. Parce que vous avez le droit d'utiliser l'injonction de rencontrer un médiateur, hein. C'est prévu par le code. Vous avez le droit de le faire. Alors après, comment inciter les conseils de prud'homme à le faire? J'avoue, il y a une telle réticence de leur part, en tout cas les représentants salariés, hein, voilà, que employeurs aussi, c'est compliqué. Alors que pour autant, en interne, mais il y a parfois des processus obligatoires, mais c'est plutôt de la conciliation. Oui, dans les chambres sociales, oui, là c'est sûr. Mais en première instance, malheureusement, moi je ne sais pas si on a une recette, mais Alors moi, ça fait 25 ans que je rame là dans l'amiable et je suis toujours aussi enthousiaste et optimiste. Et moi, alors, particulièrement dans les relations au travail, j'y crois, mais beaucoup. J'avais complètement perdu de vue un copain de fac et qui est numéro 2 d'une grosse boîte, bref. Et en fait, il m'a recontacté sur LinkedIn parce que lui, en fait, c'est la culture de son entreprise que d'instaurer le dialogue. Et c'est ça la force de son entreprise. C'est le lien et la manière dont ça fonctionne. Et c'est pour ça que les gens sont contents et c'est pour ça qu'ils viennent chez eux. Et les gens se rendent quand même de plus en plus compte que peut-être qu'ils ont un contentieux dont ils se moquent, mais alors complètement avec Pierre qui s'en va parce qu'il s'en va et que voilà. Sauf que Laure, elle reste. Et Laure, elle connaît très bien Pierre. Et donc l'ambiance, si elle n'est pas bonne dans le règlement du conflit, bah en fait, ça va noyauter tout le reste. Et c'est quand même de plus en plus à la mode que de former les équipes à l'intérieur des entreprises. Donc moi, je crois beaucoup au Père Noël. Et là, pour le coup, je crois que j'ai raison. mais c'est de la médiation interne. Voilà. Ah, mais ça Mais si c'est de la médiation, mais s'il Ça faut de la participe à la médiation, culture. exactement. S'ils se forment pour la gestion de leur équipe, effectivement, Alors. ça c'est de l'interne, mais ça va diffuser et ça va révolutionner les conflits. Madame la vice-bâtonnière élue, Madame la professeure, je vous laisse 2 minutes la parole pour conclure, chacune. Puis je vais devoir couper cet élan de questions en vous remerciant, en vous invitant à la prochaine réunion et en vous disant merci de votre présence. Qui commence? Médiation et IA, médiation et plateforme numérique à venir, médiation et autres nouveaux mardes à venir. Là. Oui, mais ça, c'est une conclusion assez effrayante, hein, en plus, parce que médiation, alors, vous pourrez lire, parce qu'il y a des tas d'articles, mais c'est absolument passionnant. Médiation et neurosciences, très intéressant.
et médiation et intelligence artificielle. Mais là, je m'assois parce qu'en 2 minutes, c'est impossible de s'intéresser. Non, il y aura un café de la médiation, t'inquiète pas. Mais bon. Moi, j'ai pas vraiment de conclusion. J'ai envie de vous dire que vraiment, je crois que il faut être très, très dynamique sur le travail d'équipe. Il faut vraiment, vraiment impulser ça. C'est comme ça que ça va marcher. Parce que si tout le monde a intérêt à quelque chose, bah, ça marche mieux que si c'est pas le cas. Donc vraiment, chacun a sa place. Et c'est important de la trouver, de la construire et de créer cette habitude de travail d'équipe. Ce qui marche aussi, évidemment, c'est l'enthousiasme et l'énergie qu'on donne. Et ça, c'est aussi les rencontres. Vous voyez, tout à l'heure, vous disiez, bah, moi, est-ce que j'ai un profil qui peut faire ci, qui peut faire ça? Ben, un médiateur, c'est un libéral, c'est comme un avocat, un passionné qui va à la rencontre de l'autre, qui se constitue une équipe. Tout ça, moi, je crois beaucoup à ça. Il faut qu'on décide ensemble, collectivement, et qu'on s'habitue collectivement à travailler tous ensemble. Et voilà, c'est joyeux en plus. Donc, Alors, je vais conclure par 2 questions qui m'ont été posées auxquelles je vais répondre. Et dans la salle, le rapport des ambassadeurs, vous le trouvez ne serait-ce qu'en allant sur Google, en cliquant rapport des ambassadeurs, vous pouvez le télécharger. Vous avez la même chose sur le kit des ambassadeurs et vous avez la même chose sur le rapport du Conseil national de la médiation. Tout ça se télécharge très facilement, est libre d'accès de tous et c'est dessus. Sinon, je pense que ça ne peut pas être mis sur l'espace en lien sur quand on fera le replay, peut-être mettre les liens de téléchargement. Quand on fera le replay, on mettra dans le post les liens de téléchargement. D'accord? J'en rajoute une couche, comme ça. Je vais en profiter parce que vous savez que Café de la médiation, on présente aussi les ouvrages. Et tu veux bien te lever? Nous avons Dominique qui est là Dominique Retourné qui a écrit L'art d'accommoder la médiation, pratique, parcours et transmission interculturelle. Donc je vous invite, alors où sont les gens? Voilà. Où est la caméra? Au fond là-bas. Coucou, voilà, Dominique est là. Je vous invite à aller le lire. Et je suis heureux de vous le présenter. Peut-être que tu vas faire un petit café de la médiation, hein, pour venir nous le présenter. Et puis tu parleras peut-être de la supervision en même temps. J'annonce un café de la médiation sur l'interculturel et la supervision. Donc comme ça, vous le savez, nous n'avons pas de café de la médiation le mois prochain parce qu'il y a Angers et que nous vous invitons à aller nombreux à Angers. Et nous nous retrouvons le 2e jeudi de chaque mois. Donc ce sera au mois d'avril pour un café de la médiation. Peut-être surprise, qui sait? Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci aux 250 personnes qui étaient connectées à distance et à bientôt.